Exploratrices, explorateurs, bonjour. Je suis Stéphane, crypto-enthousiaste depuis 2016 et véritablement explorateur dans les blockchains depuis 2019. La blockchain est un univers à part entière et vous entendrez même très bientôt parler de métaverses qui seront des univers virtuels basés sur différentes technologies blockchain. De par ce gigantisme, j'ai décidé de partager avec vous chaque parcelle de la blockchain et des crypto-monnaies que je découvre. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto, le podcast intégralement dédié à la blockchain et aux crypto-monnaies. Je suis Stéphane, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode. J'espère que les précédents vous ont plu, ou le précédent, je ne sais pas, c'est le deuxième que j'enregistre, je ne sais pas si c'est le deuxième que je publierai. Aujourd'hui, on va parler de crypto gaming, c'est-à-dire du jeu vidéo décentralisé via la blockchain. Alors, ne fuyez pas tout de suite si vous n'aimez pas le jeu vidéo, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre, et notamment comment gagner sa vie ou arrondir ses fins de mois en jouant aux jeux vidéo. Et en fait, à partir du moment où vous aimez les jeux, même si c'est des jeux comme Candy Crush, donc je sais qu'il y a beaucoup de soignants d'expérience, hein. Je vous ai vu sur la pause, vous avez joué à Candy Crush des centaines de niveaux, et c'est typiquement le genre de jeu avec lesquels on pourrait vraiment gagner de l'argent en jouant. Voilà, donc j'espère que cet épisode va vous plaire. Accrochez-vous, il n'y en a pas pour trop longtemps. Je ne sais plus combien de temps il dure, mais voilà, on va essayer de faire ça de façon succincte, mais quand même en abordant tous les principes de la blockchain dans le jeu vidéo et plus précisément du play to earn, c'est-à-dire le jouer pour gagner. Alors, le play to earn, c'est quoi ? Il faut savoir que dans le jeu vidéo, à l'heure actuelle, quand vous jouez, quand vous achetez des skins, ça se fait beaucoup depuis plusieurs années. Mettons, vous jouez à Fortnite, toutes les personnes qui jouent aux jeux vidéo le savent. Maintenant, on peut depuis des années acheter des skins pour ces personnages, des nouvelles armes, des nouvelles cartes pour le jeu. Et tout ça, c'est génial parce que ça valorise le jeu vidéo en lui-même. Par contre, il y a un problème, c'est que tout ce que vous achetez ne vous appartient pas réellement. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec, vous pouvez en bénéficier, mais dès lors que l'éditeur va fermer ses serveurs, par exemple, eh bien, tout ce que vous avez acheté dans le jeu vidéo n'existe plus. Ce n'est pas à vous, ça ne vous appartient pas. Vous avez un droit de jouissance sur ce bien, mais vous n'avez aucunement la propriété de ce bien immatériel. Et ça pose problème parce que il y a certains joueurs qui dépensent des fortunes, des centaines, des fois des milliers de dollars dans les jeux vidéo. Et en fait, c'est de l'argent qui est perdu, c'est une valeur qui est perdue. Et la blockchain vient résoudre un petit peu ce problème avec le play to earn, ou le play and earn. C'est, vous entendrez différents noms, mais ça développera toujours le même concept en fait. C'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir récompenser les joueurs pour le temps et l'argent qu'ils vont engager dans un jeu et sur une plateforme. Par ailleurs, la naissance des solutions, ce qu'on appelle les Layer 2, ce n'est plus simplement, on va dire, de l'opium de masse. C'est-à-dire que c'est plus une arlésienne, c'est en train d'arriver. Ça permet désormais d'interagir avec l'écosystème Ethereum, et plus important et plus particulièrement, ça va donner de la force au play to earn, aux jeux vidéo en général, et devenir une réalité. Comme je vous disais, on va prendre un pilier de l'industrie du jeu vidéo qui sont les microtransactions. Une microtransaction sur ce qu'on appelle le mainnet Ethereum. Alors, ça ne parlera pas aux débutants, mais en gros, je vais juste digresser un tout petit peu pour vous expliquer.
Sur la blockchain Ethereum et les smart contracts, vous pouvez faire des transactions. Ce qu'il y a, c'est que toutes ces transactions ont un coût. C'est le coût du minage, en fait. Chaque transaction doit être validée. Et en ce moment, depuis une bonne année maintenant, ces frais, qu'on appelle des frais de gaz, que vous payez à chaque transaction, peuvent coûter régulièrement plusieurs dizaines de dollars, voire même, par un moment, les jours où il y a vraiment beaucoup de volatilité, ça peut monter à plusieurs centaines de dollars pour une transaction. Donc bien évidemment, si vous avez une microtransaction pour acheter un skin à 5 dollars, si vous devez payer 35 dollars, c'est-à-dire 30 dollars de frais de gaz, c'est pas possible en fait. Vous pouvez, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, pour qui ce n'est pas un problème, va peut-être les payer sans problème. Mais bon, 35 dollars, on est quand même sur la valeur d'un jeu entier et c'est quand même embêtant de mettre cette valeur-là juste pour un skin ou voilà. Et en fait, ce que va permettre le Layer 2, parce que ça ne fait pas de sens de faire ce genre de transaction avec des frais pareils, c'est pas viable sur le moyen terme pour le jeu vidéo. Et ça va changer. Ça va changer et entre en lice le Layer 2. Et le Layer 2, c'est quoi? Alors, il y a des plateformes, comme des blockchains comme Immutable X, Polygon, Optimism. Quelle que soit celle que vous préférez, il y a plusieurs solutions qui viennent pallier à ces prix exorbitants de transactions Ethereum qui viennent un petit peu bloquer le réseau Ethereum dans ce monde-là en particulier. Alors ça changera probablement très bientôt parce que Ethereum est en train de faire aussi son switch sur un Layer 2, mais ça ne sera pas avant 2022, donc voilà, il y en a pour encore un petit moment. Et en attendant, l'implémentation de ces solutions va finalement permettre aux transactions de toutes les valeurs, qu'elles soient petites de quelques dollars ou très larges, d'être possibles. Alors très large, pourquoi? Parce que là où sur des jeux traditionnels comme Fortnite, vous avez des skins qui ne valent que quelques dollars, il y a dans ce qu'on appelle notamment les NFT, Non-Fungible Tokens, j'en reparlerai, mais il y a sur la blockchain des skins qui vont prendre beaucoup de valeur. Parce que même, je reste sur l'exemple de Fortnite, parce que c'est le jeu actuel, ça parlera à plus de monde, mais si vous achetez n'importe quelle arme hyper rare, même si vous la payez un peu plus cher, vous ne pouvez pas la revendre. Donc elle n'a pas de réelle valeur. En revanche, avec ce système-là sur la blockchain, et notamment avec le Layer 2, vous pouvez revendre cet objet rare, cet objet qui peut être un objet unique aussi, ou en très faible quantité, et vous pouvez le revendre selon la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que si vous avez... Mettons, on va prendre l'exemple des cartes Magic. Tiens. Les cartes Magic, vous avez la carte Lotus Noir, qui est connue de tous les joueurs de Magic. C'est une des premières cartes rares qui était sortie sur ce jeu. Aujourd'hui, on la trouve qui avoisine entre 50 et 150 000 dollars selon son état. Voilà, en très bon état. Et pourquoi? Parce qu'elle est très rare. Il n'y en a que quelques centaines d'exemplaires qui restent dans le monde. Et ça, si vous avez ça sur les NFT, sur les blockchains, si vous avez cet effet de rareté et que la demande est suffisante, forcément, la valeur va augmenter. On voit aujourd'hui des NFT valoir plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros ou de dollars, peu importe. On a même vu certains NFT se vendre plus cher que des peintures de Picasso, c'est pour dire. Donc, il y a à la fois une réelle demande de la part des joueurs et les Layer 2 viennent répondre à cette demande parce que pour les petites transactions, donc comme je disais, pour les objets de moindre valeur, eh bien, il reste possible d'envisager d'aller en acheter ou d'en vendre à des prix tout à fait corrects pour quelques centimes de frais de transaction. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans l'industrie traditionnelle du jeu vidéo? Vous avez déjà entendu le terme de freemium
ou de play to win. C'est-à-dire que pour gagner, aujourd'hui, quand vous jouez à des jeux massivement online, massivement multijoueurs online, que ce soit, bon déjà à l'époque World of Warcraft, mais maintenant Fortnite et d'autres jeux dans le même style, si vous voulez avoir une chance de vous en sortir sur les parties multijoueurs, il faut que vous ayez le meilleur équipement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de jouer à ce type de jeu, parce que ça devient vraiment n'importe quoi, parce qu'en fait vous achetez quelque chose que vous ne possédez pas réellement, juste pour pouvoir gagner des parties. Donc il faut vraiment être fan du jeu pour aller mettre des sommes folles. Et voilà, sinon c'est vrai que à moins d'avoir soit un excellent niveau et donc d'avoir passé des centaines d'heures sur le jeu, soit de se contenter des petites parties entre potes, forcément si vous n'achetez pas si vous ne faites pas le pay to win, vous ne pouvez pas aller suffisamment loin dans le jeu pour y trouver le plaisir de le terminer. Et en 2020, ces freemium, en fait, ces transactions ont représenté 54 milliards de dollars. Rien qu'en un an, en 2020, c'est 54 milliards de dollars qui ont été dépensés dans des in-game assets, c'est-à-dire dans des objets dans le jeu. Donc c'est énormément d'argent, juste pour mettre un petit peu, rendre un petit peu son personnage un peu plus cool, avec un joli skin, ou avoir un petit peu d'accessoires un peu plus sympas. Pour, je le répète, des objets, des assets qu'on ne détient pas réellement. Et d'ailleurs, si vous lisez dans les petites lignes des contrats de votre jeu vidéo, vous verrez vite qu'il y a souvent une ligne qui explique que ces assets ne sont que donnés sous licence aux consommateurs. La compagnie se réserve le droit en fait de récupérer à tout moment tout objet qui a été acheté et sans préavis, sans avoir d'autres raisons à donner. Et c'est là que la combinaison du jeu vidéo et des cryptos vient à votre rescousse de joueurs. Construire sur la blockchain Ethereum donne une véritable... ça va rendre réellement le joueur propriétaire. Voilà, vous devenez propriétaire de l'objet que vous avez acheté. Si vous achetez un NFT, il est réellement à vous et à personne d'autre. Il n'est pas à la compagnie, il est à vous. Donc, tous ces assets qu'on dit non custodial viennent justement, ça vient en fait nous interroger sur pourquoi est-ce qu'il y a ce statu quo dans le jeu vidéo traditionnel. Pourquoi on en reste à devoir acheter des objets qui ne nous appartiennent pas, alors qu'il y a désormais des solutions apportées par la blockchain pour réellement donner de la valeur à ces objets-là. Et le play to earn, donc le jouer pour gagner, parce que vous pouvez également dans ces nouveaux jeux vidéo gagner de l'argent, c'est-à-dire que vous êtes récompensé souvent dans les tokens, dans les jetons du jeu vidéo, que vous pouvez par la suite revendre ou échanger contre d'autres objets. Vous pouvez même gagner d'autres objets. Par exemple, avec le jeu Sorare, qui est un jeu où, on va en discuter, mais c'est un jeu de foot. En fait, vous êtes le manager d'une équipe de foot et vous collectionnez des cartes, comme un jeu Panini, sauf que chaque carte a une réelle valeur et elle est rattachée à un joueur. Si le joueur, mettons, vous achetez une carte de Kylian Mbappé, si Kylian va sur les 3 prochains matchs marquer 5 buts, eh bien la carte va prendre de la valeur, c'est-à-dire qu'elle va être mise à jour automatiquement par la blockchain en fonction de ces résultats-là, et votre carte va prendre de la valeur en même temps que le joueur. C'est-à-dire que vous pouvez spéculer sur vos joueurs préférés pour par la suite éventuellement revendre votre carte. Voilà, ça c'est impossible, c'est pas dans FIFA. Je veux dire, vous achetez FIFA, jamais de la vie votre équipe elle va prendre de la valeur et vous allez pouvoir revendre quoi que ce soit, parce que dans la vie réelle, les joueurs ont mieux joué qu'à l'habitude. Et donc, quand on mélange ces deux choses, c'est-à-dire le jeu vidéo traditionnel
avec la blockchain, on a quelque chose en fait qui est d'une puissance, qui vient montrer un potentiel pour les applications décentralisées dans le monde entier. Et donc c'est là que on peut dire que le play to earn, il va catalyser ce qu'on appelle le gaming 3.0. C'est-à-dire qu'avant on était dans le gaming 2.0, le jeu en réseau notamment. Maintenant on va être dans le gaming 3.0, le gaming sur la blockchain, avec une vraie valorisation du jeu et du joueur, et une valorisation du temps que vous allez passer à jouer. C'est-à-dire que ce n'est plus du temps perdu. Il y a aujourd'hui des milliers de joueurs qui jouent sur la blockchain et qui gagnent l'équivalent d'un salaire et des fois plus en jouant. C'est le cas aux Philippines où il y a eu une explosion de l'utilisation du jeu Axie Infinity parce qu'en fait le salaire est tellement bas là-bas que en fait ce que les joueurs gagnaient sur Axie Infinity était 2 fois, 3 fois, des fois plus que le meilleur salaire auquel ils pouvaient prétendre. Donc forcément, ça fait énormément d'émules dans ces pays-là. Et il n'est pas rare de pouvoir gagner plus qu'un SMIC français sur ce type de jeu. En fait, le play to earn, c'est pas très différent de ce qu'on appelle le proof of work. Je vous en ai pas encore parlé, mais le proof of work, c'est ce qui va permettre dans la blockchain, notamment pour le Bitcoin, vous avez votre ordinateur qui travaille, qui résout le calcul derrière. Et une fois qu'il a résolu le calcul, ça je vous l'ai expliqué dans le premier épisode d'Explorateur Crypto, une fois qu'il a résolu le calcul, il touche la récompense, en récompense une certaine quantité de Bitcoin. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un proof of work où le work, c'est l'ordinateur qui va travailler, et bien là, c'est le joueur qui va travailler, qui va passer de son temps à jouer. Et en jouant, on peut imaginer qu'il va résoudre certaines choses qui peuvent être mises à profit pour valider des transactions ou valider des choses sur la blockchain. Et ce qui est intéressant également avec les crypto-assets de ces jeux-là, c'est qu'ils sont composables. C'est-à-dire que vous avez le choix pour la valeur gagnée en récompense par votre objet que vous avez acheté. Soit vous pouvez garder cette valeur dans l'écosystème du jeu, soit vous pouvez l'extraire du jeu. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une super carte badass dans Gods Unchained, la carte là, elle vous fait gagner des super parties, elle va vous offrir plusieurs récompenses, vous pouvez la garder pour la gloire, vous pouvez la garder pour gagner plus de récompenses dans le jeu, pour avancer, ou vous pouvez simplement prendre la carte et aller la vendre, l'échanger sur une marketplace, contre d'autres assets, par exemple de l'Ethereum. Alors pourquoi le play to earn est soudainement venu un petit peu plus en avant dans la population. C'est devenu un petit peu plus mainstream. On peut pas vraiment dire que c'est mainstream, mais il y a eu une explosion de l'utilisation de ce type de jeux vidéo, notamment en 2021. En fait, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a, donc comme je le disais, c'est devenu mainstream. Il y a beaucoup plus de gens qui sont au courant de ce qu'est la crypto-monnaie. On en parle de plus en plus. Et ça veut dire qu'il y a également plus de gens qui vont venir s'intéresser en fait à tous ces espaces un petit peu tous ces espaces qui sont un petit peu parallèles du monde classique des crypto-monnaies, c'est-à-dire la spéculation du Bitcoin et d'Ethereum. Et on a vu ça pendant l'été 2020 avec ce qu'on appelle le DeFi Summer, c'est-à-dire c'était l'été de la finance décentralisée où tous les protocoles de finance décentralisée ont explosé, mais également le boom des NFT fin 2020. Je crois même que ça avait commencé à l'été 2020, puisque moi j'avais acheté mes premiers NFT sur Rarible à l'été 2020.
La seconde raison, elle est un petit peu particulière, mais on va encore ramener ça à la menace du Covid. Parce qu'en fait, depuis 2020, il y a énormément de gens qui ont perdu leur boulot, qui manquent de stabilité. Et ces personnes-là, elles ont été obligées de chercher des moyens de gagner de l'argent, de compenser la perte financière qu'ils avaient eu à subir à cause du Covid. Et forcément, alors, en France, on le voit moins parce qu'il y a eu beaucoup d'aides de l'État pour notamment les entreprises, même si beaucoup de petits entrepreneurs ne s'en sont pas sortis avec les aides. C'était plus fait pour les grosses entreprises. Mais c'est vrai qu'il y a eu le fait de pouvoir gagner de l'argent en jouant. C'est un concept qui a gagné ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Si je vous dis, vous pouvez rester le cul dans votre chaise, jouer à un jeu vidéo et vous êtes payé pour ça, mon Dieu, mais moi c'est ce que je rêvais quand j'étais gosse et dans ma vingtaine. Et je me rappelle, maman, je te déteste, m'a dit qu'on ne pouvait pas gagner sa vie avec le jeu vidéo. C'est pas vrai, maman. C'est pas vrai, on peut gagner sa vie avec le jeu vidéo. Maintenant, c'est vrai, c'est arrivé. Voilà, avant, il y avait les youtubeurs qui commençaient à bien gagner leur vie. Il y avait aussi les streamers sur Twitch. Et bien maintenant, en plus de streamer sur Twitch et de gagner comme ça un petit peu sur le sponsorship et tout ça, et ben vous allez pouvoir gagner des récompenses directement dans la blockchain. La troisième raison qui a vu l'explosion de l'utilisation du Play to Earn, on en a déjà parlé en fait, c'est que on est en train de passer sur le layer 2, donc de réduire les frais de transaction. Et c'est vrai que jusqu'à il y a quelques mois, on était tout sur layer 1 et du coup, c'était réservé quand même à des personnes qui avaient les moyens d'aller investir là-dedans. Parce qu'il faut savoir quand même que pour jouer à certains jeux, j'avais pris tout à l'heure l'exemple de Sorare, vous pouvez commencer sans rien payer. Mais par exemple pour Axie Infinity, vous devez acheter des premiers petits personnages qui vont aller se battre et c'est déjà un investissement de départ. Aux dernières nouvelles, quand je m'étais renseigné, c'était quelque chose comme $600. Donc si en plus de ça vous rajoutez des frais de transaction, c'est énorme, c'est pas pour tout le monde. Voilà, donc ce layer 2, ça permet quand même de donner l'accès au Play to Earn à tout le monde. Et donc, comment vous allez gagner de l'argent grâce au crypto gaming? Donc, il y a plusieurs dénominateurs communs sur ce marché-là. Et on va voir un petit peu quelles sont les façons de gagner de l'argent dans le crypto gaming. Tout d'abord, il y a les in-game assets, c'est-à-dire les objets dans le jeu. Donc, comme on disait tout à l'heure, ça peut être des accessoires, des skins. Voilà, tout ce qui, dans le jeu vidéo traditionnel, donne aux joueurs l'habilité de gagner ou de poursuivre des jeux, de gagner ou d'acheter des objets dans le jeu. Mais ces objets-là, ils sont reliés à votre compte de joueur. Si vous fermez votre compte ou si vous le faites pirater, bon ben c'est perdu quoi. Même si, mettons, vous avez un compte chez Blizzard et Blizzard détecte une activité anormale, il vous ferme le compte. Si vous avez acheté pour 800 balles d'objets, bah, c'est 800 balles de perdu. Donc la différence entre le jeu vidéo traditionnel et les crypto gaming, c'est que les joueurs peuvent trader, c'est-à-dire échanger ou vendre et utiliser les objets de façon non conventionnelle en fait. C'est-à-dire que là, si vous avez par exemple dans Axie Infinity, vous avez élevé une bestiole ridiculement rare, ou dans Gods Unchained, vous avez une carte super rare qui permet de tout détruire sur son passage, ben, rien ne vous empêche de sortir cet item du jeu et d'aller le revendre, et vous avez gagné de l'argent, littéralement, grâce à cet objet, qui est un objet virtuel, je le rappelle. Ensuite, la deuxième solution pour gagner de l'argent, ce sont les tokens. Parce que chaque protocole, chaque jeu
va avoir son propre token. Par exemple, Gods Unchained a le Gods, Axie Infinity c'est le AXS, vous avez le GHST pour Aavegotchi, et voilà, il en existe bien d'autres. Et généralement, ce sont des tokens qui ont été créés notamment pour récompenser les joueurs quand ils vont s'engager dans le jeu vidéo. Et après, il peut y avoir d'autres utilisations, comme par exemple du vote. Si jamais une société, si jamais Gods Unchained veut faire évoluer le jeu dans un chemin ou un autre, eh bien, ils vont soumettre le choix au vote des joueurs. Et plus vous avez effectivement de tokens de ce jeu, plus vous avez une force de vote. Et donc, vous pouvez faire entendre votre voix dans ce vote-là. Et enfin, la troisième façon de gagner de l'argent grâce à ça, eh bien, ça ne va pas être directement en lien avec le crypto gaming, mais ça va être la création de contenu et l'éducation. C'est-à-dire que c'est un mode de jeu qui est tout à fait nouveau. Il y a énormément de difficultés à surmonter pour pouvoir jouer. Il faut apprendre à signer une transaction, comment acheter des cryptos, comment aller envoyer un NFT d'un portefeuille à un autre. Voilà, il y a plusieurs obstacles à surmonter. Et donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent proposer leurs services pour aider d'autres personnes qui ont éventuellement envie de prendre un raccourci. C'est-à-dire qu'au lieu de passer 3 heures à aller chercher sur le net comment faire pour pouvoir jouer à Aavegotchi, eh ben, je vais aller demander à celui-là qui propose pour quelques dizaines de dollars ou plus, ou j'en sais rien, il va me proposer de me tenir la main, de m'accompagner et de faire ça en une demi-heure, 1 heure. Bref, c'est un raccourci pour gagner du temps, jouer plus vite. Et comme on dit, le temps c'est de l'argent et le temps c'est quand même la valeur dans votre vie. C'est la chose qui a le plus de valeur. Vous ne pouvez pas rattraper le temps perdu. Voilà, le temps c'est inéluctable, il s'échappe. Donc si vous avez la possibilité, les moyens financiers de prendre des raccourcis et de payer quelqu'un pour apprendre des choses plus vite que si vous faisiez votre propre recherche, eh bien, je vous invite à le faire parce qu'il y a beaucoup d'avantages à ça. Encore une fois, c'est si vous en avez les moyens, bien entendu. Et c'est vrai que si vous voulez pouvoir gagner de l'argent avec le jeu vidéo, vous devez en passer par là. De toute façon, il faut apprendre comment utiliser ces jeux. Donc pour un joueur moyen qui n'a aucune expérience dans la crypto, c'est vrai que ça a un petit côté terrifiant, tout ça. Alors tous ces blocages, bien entendu, on travaille dessus. Toute la communauté de la blockchain travaille à rendre les choses plus faciles. Les protocoles travaillent sur des UX sur l'UX, c'est quoi? J'utilise des termes techniques. J'ai perdu les 3/4 des débutants. L'UX, c'est l'interface utilisateur, tout simplement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des protocoles où l'interface utilisateur est très, très compliquée et c'est pas très, comme on dit, user-friendly. Donc là, j'ai envie de dire, on est au commencement de quelque chose d'énorme. Avec toute l'excitation qu'il y a autour du crypto gaming, je pense qu'on est en train de vraiment toucher quelque chose du bout du doigt. Et je crois qu'on est vraiment à la surface de quelque chose avec un potentiel énorme dans le play to earn. C'est tellement facile à implémenter et je pense que le succès qu'on est en train de voir dans l'industrie actuelle, c'est une petite part de ce qui va arriver. Quand on voit le boom des NFT, c'est l'exemple typique, c'est-à-dire que on voyait les gens qui étaient morts de rire à l'idée de l'art digital, de la musique, des assets en NFT, ils n'arrêtaient pas de se moquer parce que ça pouvait coûter des fois des fortunes. Mais la vérité, la réalité est là, c'est que ça a explosé. Voilà, l'intérêt pour les NFT a explosé. Et il y a une raison derrière, c'est que
les NFT apportent quelque chose qu'on n'a pas dans la vie réelle. C'est-à-dire que, on en reparlera des NFT, mais en gros, ça permet de valider l'unicité d'une œuvre d'art. Voilà, on va le dire comme ça. Et je pense que le jour où les acteurs du jeu traditionnel, comme Ubisoft, Blizzard, vont se mettre au NFT, ça va être une révolution. Ça va exploser. On va pouvoir utiliser même des assets d'un jeu vidéo vers un autre. Vous pourrez acheter... Imaginez pour les jeux Ubisoft, vous achetez un objet dans Assassin's Creed, vous pouvez le réutiliser dans tous les Assassin's Creed suivants. Ça serait juste énorme de pouvoir conserver tous les biens qu'on achète dans un jeu et de pouvoir les réutiliser dans un autre. On peut imaginer des milliards d'easter eggs. Voilà, moi j'adorerais pouvoir, je sais pas, acheter une superbe épée dans Zelda et puis vous jouez à Super Smash Bros et vous retrouvez l'épée que vous avez achetée dans Zelda dans Super Smash Bros. Ça serait juste énorme. Et je pense que ce fait de pouvoir être réellement propriétaire de ce que vous achetez, ça va tout changer, ça va révolutionner l'industrie. Si en 2020, il y a eu 54 milliards de dollars d'acheter pour du vent, je peux vous garantir que le jour où on va pouvoir mettre son argent dans le jeu et conserver la propriété et revendre ce qu'on a acheté, des fois même plus cher que ce qu'on a acheté, mais ça va être multiplié par 10, ça va être énorme, ça va être énormissime. Je ne comprends même pas qu'ils s'y mettent pas encore. Il faut qu'ils s'y mettent. Et du coup, quel est l'avenir pour le crypto gaming? Moi, je pense que quand on voit déjà en un an là, comment ça a évolué, je pense qu'on va voir une évolution déjà des jeux qui existent aujourd'hui, puisqu'ils sont arrivés vraiment en avance, donc ils ont un train d'avance sur le reste. Mais on sait, l'être humain, il cherche toujours à créer quelque chose de plus engageant, de plus excitant. Et je pense que les compagnies de jeux vidéo vont vraiment essayer de créer des jeux AAA basés sur la blockchain pour que les utilisateurs n'aient pas à choisir en fait entre un jeu de qualité et un jeu qui vous offre de la valeur et dont la valeur peut être extraite pour être revendue ailleurs. Et dans le futur, ce qui serait incroyable, c'est juste que les joueurs ne se rendent même plus compte qu'il y a un layer 2, une solution derrière leur jeu favori. Il va falloir rendre toutes ces interactions, il faut qu'il y ait le moins de friction possible en fait. Il va falloir vraiment fluidifier tous ces échanges, parce qu'aujourd'hui de devoir signer, faire toutes les signatures à chaque transaction, c'est des difficultés, c'est pas insurmontable, c'est même très facile une fois qu'on s'y est mis, mais c'est quelque chose qui empêche l'adoption de masse du crypto gaming, et donc ça va être là-dessus que les acteurs vont devoir travailler. En conclusion, je pense que le crypto gaming va vraiment exploser à partir du moment où l'industrie traditionnelle du jeu vidéo va mettre un pied dans la porte et se lancer vraiment dans la vente de crypto-assets in-game. Je pense qu'à partir du moment où les joueurs des jeux traditionnels, que ce soit sur PlayStation, Xbox ou PC, vont enfin pouvoir retirer un bénéfice de tous les objets qu'ils vont acheter dans leur jeu préféré, et un bénéfice du temps qu'ils passent déjà sur leur console, alors on aura une seconde vague d'adoption massive de jeux vidéo. Je pense que toute l'industrie a y gagné. Les joueurs ont à y gagner également énormément, beaucoup plus encore. Mais je crois vraiment qu'à partir du moment où les joueurs pourront gagner leur vie en jouant et tirer un vrai bénéfice de l'achat et la revente de ces crypto-assets, alors il y aura beaucoup plus de bénéfices à se faire
également pour les maisons d'édition, pour les créateurs de jeux vidéo et de crypto jeux vidéo. Voilà, c'était Stéphane pour Explorateur Crypto. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous l'écoutez sur YouTube ou Apple Podcast, ou si votre plateforme de podcast le permet. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire avec vos critiques pour que je puisse améliorer les futurs épisodes. J'espère que j'ai été clair, j'espère que vous avez bien entendu. Il y avait peut-être un petit peu de bruit de fond parce que j'ai enregistré ce podcast en extérieur, à part la conclusion. J'étais dans un parc, donc il y avait des bruits, des gens qui passaient, des petits oiseaux. J'espère que ça vous a pas trop gêné, dites-le moi. Et si l'expérience était correcte pour vous au niveau auditif, eh bien, j'hésiterai pas à recommencer parce que ça me permet d'enregistrer des émissions un petit peu sur mon temps libre quand je ne suis pas à la maison. Voilà, j'espère à très bientôt dans le prochain épisode d'Explorateur Crypto. Au revoir.